J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix et les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare. Et c'est tous les mercredis, 21h, sur Radio J. Alors, cette semaine, on va bien sûr parler de la question de l'immigration qui, une fois encore, ressurgit après un afflux de réfugiés dans l'île de Lampedusa, en Italie, la semaine dernière, et qui relance la compétition entre les différentes familles de la droite et de l'extrême droite. Et puis, bien sûr, le grand balagan de la gauche qui fait sa rentrée en ordre dispersé. C'est un délicat euphémisme tant les relations entre les différentes composantes de la NUPES sont tendues. Et enfin, on va parler un peu de diplomatie avec l'arrivée de deux personnalités qui nous font l'honneur de visiter la France. Je pense bien sûr à Charles III, arrivé aujourd'hui, et au pape François, qui sera samedi au Vélodrome. Emmanuel Macron y sera, et cela a suscité une intense polémique. Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème, et aujourd'hui c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inénarrable Françoise Degois, éditorialiste politique. Bonsoir Françoise. Bonsoir mon cher David Revaud-Dallon. Est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité, en cette nouvelle grille et cette nouvelle saison, de changer l'adjectif qui me qualifie? Alors, parce que inénarrable, je ne suis pas certaine que ça soit un compliment. Voyez. Alors, l'inarrêtable, L'inarrêtable, c'est bien, ça me plaît. Et à côté de vous, il y a bien sûr l'inévitable Gilles Bernstein, rédacteur en chef à France Télévisions. Bonsoir Gilles. Inévitable. Bonsoir, mais inévitable, ça fait le mec qui s'incruste tout le temps. Franchement... Et pour finir ce trio magique, l'indispensable Michael Bloch. Michael Bloch, ex-journal du dimanche en route vers de nouvelles aventures. Bonsoir Michael. Bonsoir David. Alors, je vous rappelle à tous la règle du jeu. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, premier sujet de notre débat, c'est la question de l'immigration. Elle est jamais bien loin de notre débat politique depuis quelques années, mais elle a ressurgi de façon fracassante la semaine dernière avec l'arrivée de 12 000 migrants à Lampedusa. C'est cette petite île située entre Sicile et Tunisie. Alors non seulement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue sur place avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, mais cet afflux a relancé la grande compétition au sein de l'extrême droite française entre le parti de Marine Le Pen et celui d'Éric Zemmour. Marion Maréchal, la nièce de Le Pen, mais membre du parti de Zemmour, s'est rendue sur place en fin de semaine dernière. Quant à la présidente du RN, elle a évidemment cherché à surfer sur cet événement. C'était lundi soir sur TF1. On écoute un extrait. Il faut à tout prix un moratoire sur l'immigration totale et il faut que nous reprenions la maîtrise de nos frontières. C'est à nous, nation, de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Or, ceux qui en appellent à l'Union européenne se trompent. En appeler à l'Union européenne, c'est vain et c'est dangereux. C'est vain parce que l'Union européenne veut de l'immigration, elle ne cesse de le dire, et elle ne cesse de tout faire pour qu'il y ait de plus en plus d'immigration, et notamment cette immigration clandestine. Et c'est dangereux parce que ça laisse penser que nous allons déléguer à l'Union européenne le soin de décider précisément de la politique d'immigration que nous devons mener. C'est au peuple français de décider. Et il faut respecter sa décision. Et je crois pouvoir vous dire que le peuple français ne veut plus d'immigration supplémentaire. Vieille rengaine, est reconnue, mais on a l'impression, hélas, qu'elle joue sur du velours. Marine Le Pen, l'impuissance de l'Europe, l'afflux de migrants. Est-ce que, inévitablement, elle ne va pas engranger des points, Françoise Degois? Écoutez, elle avait déjà fait ça en 2011. D'abord, sur le record, parce que je n'entends parler que de record avec cet effet de loupe de Lampedusa. Sur les 12 000 arrivants, c'est ça hein? C'est un endroit que je connais très très bien. D'abord, 120 000. Le record, c'est 2016. Je dis pas que c'est mieux, c'est bien. 190 000 migrants. 2011, quand Marine Le Pen, la tante, va faire le même numéro que la nièce. C'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. En 2011, record. Donc, il faut faire attention à l'effet de loupe. C'est une migration de passage, ce qui se passe à Lampedusa. Ça, une fois que c'est dit, je ne masque pas la réalité du problème. Mais c'est la démonstration que, de toute façon, les promesses électorales de l'extrême droite n'engagent que ceux qui les écoutent. Giorgia Meloni et Matteo Salvini, c'est le plic et ploc français de Marine Le Pen et Éric Zemmour, les uns étant mariés d'ailleurs avec les autres. Donc, je veux dire par là que... Giorgia Meloni n'a pas tenu ses promesses, c'est ce que vous voulez dire. Parce qu'on ne peut pas les tenir, parce que ce discours absolument absurde qui consiste à dire on fait un moratoire
migratoire, enfermez-vous. Ça n'existe pas. Et les gouvernants, et ça c'est la responsabilité de la France, pas de l'Allemagne, je la mets à part parce qu'elle a fait sa part du travail déjà. Les gouvernants... En accueillant notamment 1 million de réfugiés en 2015 pendant la crise syrienne. Absolument, ils se piègent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement frileux par rapport à l'opinion publique qu'ils ne prennent aucune décision. Alors que si nous étions sur un système classique de répartition. Vous avez ce chiffre qui paraît énorme, 12 000. Vous savez, si on ramène à 27 pays de l'Union européenne, ça fait 200 ou 300 personnes par pays. Mais vous savez très bien, Françoise, que la question de l'immigration est la plus sensible en Europe et que les égoïsmes nationaux sont tels qu'il est impossible de s'entendre. Je suis d'accord avec vous, c'est radioactif. Mais écoutez, à un moment donné, moi je fais partie des gens qui pensent que l'Europe doit imposer des quotas. Et quand bien même Monsieur Orban hurle, Monsieur Orban, il peut hurler, faire son numéro de claquette, nous raconter à quel point l'Europe est terrible. Orban, tous les ans, il reçoit 6 milliards d'euros de subventions de l'Europe. En comparaison, il va lever cette année dans son budget 2024 5 milliards d'euros de taxes sur les entreprises. Qu'est-ce que la Hongrie sans l'Europe? Donc, à un moment donné, l'Europe, elle a un rapport de force. Parce que si on règle pas cette question, elle est inévitable. N'imaginez pas que vous allez mettre des grilles dans la mer et n'imaginez pas que d'un seul coup, parce que Marine Le Pen arrive au pouvoir, ça s'arrête. Bien sûr. Absolument pas, ça n'est pas possible. Mais pour l'instant, elle n'est pas au pouvoir. Mais il y a quand même cette perspective-là. Est-ce que vous pensez, Gilles, que ces arrivées massives à Lampedusa fournissent du carburant au moteur lepéniste? Ce qu'on peut regretter, bien sûr, mais c'est un fait qu'on ne peut nier. Il y a forcément un côté carburant parce que ces images, on sait, l'opinion publique est assez rétive sur ces phénomènes d'immigration. Effectivement, ces images n'arrangent pas l'autre de toutes les oppositions à Marine Le Pen, c'est-à-dire de la gauche au macronisme, particulièrement en période de loi sur l'immigration, où c'est sûr, même si la loi concerne les régularisations pour les gens déjà là et pas pour les gens qui vont arriver ou qui arrivent, forcément ces images n'arrangent pas les choses. Je voudrais faire un petit point à contre-courant. Je trouve que c'est quand même une situation compliquée pour Marine Le Pen, parce que jusqu'à présent, elle avait un argument, pour le coup irréfutable, qui était « nos solutions n'ont jamais été essayées ». Et bien là, leurs solutions ont été essayées. Quand on était jeunes, nous, qui sommes maintenant vieux, vous vous rappelez, vous, Gilles, hein. Surtout moi, on parlait de l'URSS comme le pays du socialisme réel. Bah maintenant, on a l'Italie, qui est le pays de l'extrême droite réelle. Et ça n'avait jamais... Et Giorgia Meloni a fait campagne en disant bah avec moi mes prédécesseurs étaient laxistes, avec moi ça se passera pas comme ça, personne ne rentrera. Eh bien si, les gens rentrent. Alors évidemment Marine Le Pen fait des contorsions, elle dit ah bah mon allié c'est pas Meloni, c'est Salvini. Mais enfin c'est comme si quelqu'un en parlant du gouvernement disait ah bah moi mon allié c'est pas En Marche, c'est le Modem. Enfin c'est la même majorité. Elle explique que tout ça c'est de la faute à l'Europe. Pour le coup, pour la première Alors que Meloni, elle, va sur place avec von der Leyen, la présidente de la Commission. Elle appelle au secours. Pour la première fois, il y a des arguments pour les adversaires de l'extrême droite de dire bah, vos solutions, elles ont été à l'œuvre dans un pays. Vous dites que c'est une volonté politique, que quand on veut, on peut. Eh bien non. La situation en Italie montre que les solutions simplistes prônées par l'extrême droite ne marchent pas forcément. Et mine de rien, c'est assez important parce que c'est la première fois qu'on peut lui opposer cet argument. Alors justement, est-ce que c'est pas pour ça que Marine Le Pen prend ses distances avec Meloni? On a entendu cette petite pique sur la Commission européenne. C'est pour ça, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Gilles. Et en fait, ça me rappelle sur une autre affaire, Tsipras pendant la crise de la dette. En fait, on voit que quand les extrêmes, elles arrivent au pouvoir, que ce soit l'extrême gauche avec Tsipras ou l'extrême droite en Grèce ou l'extrême droite en Italie, eh ben, ils sont obligés de se confronter au réel et effectivement de faire appel à l'Europe quand ils en ont besoin. Effectivement, Meloni, elle a fait appel à l'Europe là sur l'immigration, elle a fait aussi appel à l'Europe sur les finances. Faut pas oublier qu'après la crise du Covid, l'Europe a donné de l'argent à quasiment tous les pays européens et ils ont donné le plus d'argent à l'Italie. Et donc l'Italie doit faire des efforts pour obtenir cet argent. Et ben là, justement, face au réel, le réel s'impose. Il y a 19 milliards à la clé parce qu'on donne les chiffres précisément. Michael, je suis d'accord, je nous rejoins. Je pense que c'est un jeu dangereux en fait pour Marine Le Pen et contre-productif et pour Marion Maréchal, ce qui s'est passé. Et si les opposants arrivent à bien l'exploiter, ce qu'ils ne font pas, moi je suis étonné du silence de la gauche sur cette question parce que je pense qu'il y a des tangages et ça tire à gauche sur la question de l'immigration. C'est vrai, vous avez raison, totalement absente de la question. Oui, et puis 19 milliards d'euros. Mélenchon a dit hier, si j'arrivais au pouvoir, la première chose que je ferais, c'est de régulariser tous les travailleurs. Donc ça, c'est autre chose. Alors, c'est lié. Et juste un dernier point, mais là où elles servent quand même sur quelque chose qui est assez présent dans l'opinion, c'est que je voyais un sondage de juin 2023 sur l'immigration.
et 65% des gens trouvent que notre pays compte déjà beaucoup d'étrangers et que accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. 65%. Et évidemment, c'est très élevé chez LR et au RN, mais même chez LFI, 36%. Un tiers des électeurs. Voilà, PS 42%, ELV 40%. Donc même à gauche, c'est une opinion qui est relativement partagée. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça aussi je pense que ça les met mal à l'aise. Alors moi je voulais juste dire que ce soit gauche-droite, c'est pas le problème. Je pense que au choc émotionnel des images, il faut répondre profondément. Alors là, je suis pas une adepte de la raison, surtout quand elle est maniée par les macronistes de tout genre, tout est la raison et tout le reste, vous êtes des dérangés si vous sortez des clous. Mais là, je pense véritablement qu'une campagne est utile parce que il faut ramener les choses au réel. On peut pas, c'est assez indicible pour le moment et surtout inaudible parce que il y a ces images chocs, etc. Mais les gens qui nous écoutent, moi j'ai été souvent à Lampedusa en tant qu'ancien politique et comme journaliste. Sérieusement, vous pensez vraiment que la population de Lampedusa est néo-fasciste? On nous parle des restaurateurs qui ferment leurs restaurants. Mais moi, je vais vous parler des restaurateurs qui ouvrent leurs restaurants. Des restaurateurs qui filent des repas aux réfugiés. Vous savez, la présentation, c'est l'armée des Sarrasins, en gros, et des Moricots qui arrivent pour venir égorger nos familles dans nos territoires. La bataille de Poitiers. Mais non, mais c'est exactement, mais parfaitement résumé. C'est exactement ce message qui est envoyé. Mais ce n'est pas le réel. Donc, moi, je pense que nous, il y a la confrontation au réel de l'échec de Meloni et de Salvini, et il y a la confrontation au réel des chiffres. Aujourd'hui, en Europe, 467 millions d'habitants, l'immigration extra-européenne représente 7%. 7% de 467 millions d'habitants. Il faut revenir au réel. Des notes sont en train de sortir, des notes économiques. Combien rapporte l'immigration en Italie, qui est d'ailleurs le pays qui en accueille le moins? C'est un pays de transit, mais c'est pas un pays qui accueille. Aujourd'hui, il y a une note là des services économiques qui sont très intéressants. Ils ne sont pas soupçonnables d'être des affreux-gauchistes. 13 milliards d'euros d'impôts. C'est marrant comme quoi la raison économique. Il y a toujours un moment où là, Gilles vous qui la pourfendez tout le temps. Non, mais pas du tout. Mais si, vous venez à l'instant de le faire. En disant la raison, tout ça. Non, mais je parlais de la raison, je parlais pas de ça. Je parlais du réel. Non, mais là, je parle du réel. C'est marrant comme, voilà, c'est ça, comme le réel, quand ça vous arrange, vous le convoquez. Mais attendez, moi, je le convoque toujours. Est-ce que, justement, la réalité économique et ce discours rationnel, est-ce que le gouvernement n'est pas en partie, n'a pas essayé de le tenir avec la partie, on va dire, travail du projet de loi sur l'immigration actuellement, sur le métier, on va en reparler tout à l'heure, mais où il s'agissait quand même d'introduire des titres de séjour pour les clandestins qui travaillent sur les métiers en tension. Je réponds, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont signé cela, je laisse parler Gilles, je veux juste répondre sur cette question, comment dirais-je, je crois que le gouvernement, non, est tétanisé complètement par l'opinion. Emmanuel Macron, il n'y a pas de courage, et il n'y a pas de courage pas simplement d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de courage des dirigeants européens, je mets l'Allemagne. Si les dirigeants européens avaient le courage de se dire on affronte notre opinion, on se met autour de la table et on règle cette question pour intégrer et créer des valeurs, eh bien ça changerait. Mais changer les mentalités, ça se fait pas comme ça. Mais c'est pas un problème de changer les mentalités. Il faut changer les mentalités des gens. Je n'y crois pas. Et toi, vous croyez pas? Moi, je pense que c'est tout à fait faisable. On va revenir sur un peu sur le terrain et sur une autre bataille. On parlait de Poitiers, mais il y a une autre bataille qui se joue sur cette affaire de Lampedusa, c'est celle entre le RN et Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, dans la perspective des européennes de juin. On a vu que Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête, avait filé ventre à terre en trombe à Lampedusa vendredi dernier pour soutenir Meloni. Alors que Le Pen, on l'a vu, la critique. La bataille est lancée sur ce sujet, sur l'immigration, entre Zemmouristes et Le Penistes, Gilles Bornstein? La bataille est lancée en général. Et comme l'immigration est leur fonds de commerce, c'est évident que c'est là-dessus qu'ils vont essayer, je ne sais pas si c'est de se différencier, mais de faire de la surenchère. Pour le coup, Marine Le Pen a eu un mot assez juste quand on lui a parlé du fait que Marion Maréchal allait là-bas. Pour montrer qu'elle avait besoin de notoriété et qu'elle avait besoin de faire du buzz, elle l'a dit, moi j'y allais en 91 en 2011, moi j'y allais en 2011 quand j'avais besoin de me faire connaître, qui était un tacle assez justifié d'ailleurs. Elle ne joue pas dans la même division. Jordan Bardella et Marine Le Pen veulent être premiers, largement premiers. Ils veulent être aux alentours de 25%, voire plus. Avec un gros écart sur les macronistes, contrairement à la dernière fois. En essayant d'avoir un gros écart sur les macronistes. On l'a dit ici la semaine dernière, Marion Maréchal, elle veut sauver son parti, essayer d'avoir des élus et essayer d'être
devant LR. Donc elle est effectivement assez obligée de faire le buzz et d'en faire des caisses. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe, puisqu'elle est l'alliée de Mélanie de façon politique et également de façon familiale, puisque son mari est un proche collaborateur de Giorgia Meloni, non, il est proche député européen. de Salvini. Salvini, il vient du... Non, c'est ça le problème. Non, il est proche de Salvini, le mari. Il vient du groupe salviniste. De la Lega. Bien sûr, il vient de la Lega, le mari de Marion Maréchal. Françoise, qui est une grande intellectuelle qui sait tout. C'est pas ça, je vis à moitié à Rome. Donc, alors après, peut-être qu'il travaille avec Mélanie, mais là, son fonds de commerce à lui, c'est Salvini. En tout cas, je sais pas quel bloc, ça annonce quand même plusieurs mois d'une bataille sanglante entre Bardella et Maréchal pour les européennes, non? Si ça part sur ce créneau-là et avec cette violence d'entrée. Ah non, mais c'est sûr. Et pour Marine Le Pen, il faut effectivement tuer dans l'œuf le fait que Marion Maréchal puisse prendre de l'importance. Donc c'est pour ça elle relativise. Et voilà, comme disait Gilles, elle ne joue pas effectivement dans la même cour que les autres. Gilles, ouais. Goldstein. Non, il y a pas. Alors, j'enlève l'aspect personnel. C'est vrai que. Non, mais de toute façon, ils passent des uns aux autres. Vous inquiétez pas. Hein, c'est par les Gilles Goldstein, François. Marion Maréchal, qui est censée être la plus à droite des deux, donc peut-être la plus anti-européenne, est celle qui accepte, qui a le moins pourfendu l'Europe. Vous avez raison. Parce que effectivement, elle se sent proche de Mélanie, alors que Marine Le Pen a reproché vertement à Giorgia Meloni, a dit comme un petit bébé qui appelle, d'avoir appelé l'Europe à la rescousse comme un bébé, comme un enfant appelle sa maman, ce qui était vraiment pour deux familles de l'extrême droite, ce qui était un tacle d'une violence extrême, et que paradoxalement, sur ce dossier, Marion Maréchal est un tout petit peu moins extrême, si je puis dire, que sa tante. Mais contrairement à tout le reste. Alors, décidément, sur cette question de l'immigration, il y a quand même du monde à table et beaucoup veulent ramasser des miettes parce qu'on a parlé de l'extrême droite, mais il y a aussi la droite qui n'a pas l'intention de se faire oublier sur ce dossier et qui se place très clairement dans la roue du Rassemblement national. On écoute Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Pour lui, il y a même une forme de subversion migratoire. Submersion, c'est les termes de l'extrême droite. C'était hier sur France Inter. Moi, je pense que Lampedusa, c'est cette île où se joue l'avenir de l'Europe. Je pense que le chaos migratoire, on le voit bien, irrite de plus en plus les peuples. Et si on n'y apporte pas une réponse, qui soit une réponse ferme, déterminée, il y aura des insurrections électorales, comme on a déjà vu d'ailleurs en Europe, et même quelque part à Mayotte, puisque, souvenez-vous, il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle, fait 11,8%. 20 ans plus tard, au second tour, dernière présidentielle, sa fille fait près de 60%. Concrètement, Bruno Retailleau. Concrètement, je pense que le pacte tel qu'il a été voté par le Conseil européen, par les États, est une bonne chose, notamment pour avoir ces centres de rétention et pour que les dépôts de demande d'asile soient faits aux frontières de l'Europe. Voilà. Je pense, moi, pour notre politique migratoire, qu'il faut même envisager, pour ce qui concerne la France, de pouvoir déposer des demandes d'asile dans des pays sûrs, de transit, par exemple, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. Le problème, c'est que le droit d'asile, aujourd'hui, et en tout cas, le pacte européen a été approuvé en juin par le Conseil, c'est-à-dire par les États, mais il y a une opposition au Parlement. Chaos migratoire, subversion migratoire. Bon là, il y a submersion. Il y a plus une seule feuille de papier à cigarette entre droite et extrême droite. Moi, j'ai vraiment de la peine pour la droite républicaine. Véritablement, c'est assez pathétique. Comme vous êtes proche d'elle, on sent que ça. Non, mais moi, je viens d'une famille de la droite républicaine, c'est-à-dire on est gaulliste, on est chiracien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je trouve que, en plus de ça, stratégiquement, c'est complètement stupide. Si la droite pense qu'elle va se sauver en 2027 et qu'elle va pouvoir revenir aux affaires sans un point de rupture et avec Emmanuel Macron d'un côté et avec le Rassemblement national de l'autre, elle se trompe. Si elle pense qu'elle va se sauver sans retrouver cette droite populaire qui est capable d'être humaniste, qui est capable d'être colbertiste, qui est capable d'avoir un point de vue, cohérent sur la question migratoire, ils se trompent complètement. Ils sont en train de clouer, pour moi, c'est pas par idéologie que je le dis, je pense que par stratégie politique pure, Bruno Retailleau, Éric Ciotti, peut-être dans une moindre mesure, sont en train de clouer les derniers clous de leur cercueil. C'est-à-dire que pour citer Jean-Marie Le Pen, en son temps, les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. C'est tellement évident, et surtout la droite, il y a une partie de l'électorat de droite, qui ne peut pas suivre Bruno Retailleau sur cette question. La droite, vous savez, en politique, j'en ai assez fait, et vous aussi, vous la connaissez bien, il y a très peu de fenêtres de tir.
Il y en avait une pour la droite, c'était la motion de censure. La motion de censure, la droite pouvait poser un acte de rupture et elle ne l'a pas fait. Et l'histoire repasse pas souvent les plats. Et là, je pense que s'enfermer dans la roue du RN, c'est pathétique. Et c'est vrai que la motion de censure, c'est un peu Pierre et le loup. La droite n'a cessé de la brandir, mais ne l'a jamais adoptée. Gilles Bernstein. Les faits, c'est que là, sur ce dossier, et on a des arguments pour dire que la droite, dite républicaine, alors peut-être faudra réfléchir à cet adjectif, prend exactement les mêmes positions que le Rassemblement national. Les mêmes mots. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit on accepte 0, alors moins que 0, ça n'existe pas. On peut pas accepter moins 10 ou moins 100 réfugiés. Enfin si, on peut. Voilà. Donc ils disent très exactement la même chose avec les mêmes thèmes. Ça, ce sont les faits. Alors après, est-ce que ça leur est bénéfique ou pas ? Je suis parfaitement d'accord avec Françoise. La différence... Éric Ciotti avait dit il y a pas très longtemps, finalement, on pense assez les mêmes choses, faut pas se leurrer, faut pas se mentir, on pense des choses, parfois, la même chose que le Rassemblement national. Notre différence, c'est la crédibilité. Nous savons gouverner, nous avons été au pouvoir, nous savons gérer ce pays. Si LR commence à avoir des positions dont tout le monde sait qu'elles ne sont pas crédibles. Tout le monde sait que l'immigration zéro, ça n'existe pas. Les plus modérés chez les Républicains vous le disent. On le sait, l'immigration zéro, ça n'existe pas. Donc, à aller sur des positions non crédibles, on perd la seule chose qui nous différencie d'avec le Rassemblement national, très juste, voilà, ce que tu qui dis. était Très cette juste, crédibilité, cette capacité à gouverner. Et je pense qu'effectivement, à endosser et le fond et la forme du discours à adopter et le fond et la forme du discours du Rassemblement national, pour les raisons que vous avez dites de préférence de l'original à la copie, il y a un risque ou une chance, selon ce qu'on pense, que le LR soit en train de s'auto-dissoudre. Michael, vous êtes d'accord, la droite ne peut pas espérer de gains politiques en se plaçant dans la roue de l'extrême droite ? Je suis d'accord avec Gilles, c'est clair qu'ils disent comme LR, mais je reviens à mon sondage. Pourquoi ils disent ça ? Il y a 8 électeurs des Républicains sur 10 qui sont d'accord, qui ne veulent pas plus d'immigrés en France. Ils peuvent pas dire autrement. Alors, je suis entièrement d'accord, ils sont en train de perdre toute crédibilité politique en disant ça, mais ça serait suicidaire pour un patron des Républicains ou pour des leaders des Républicains de dire autre chose. C'est quasiment impossible. Ouais, mais c'est choisir son mode de suicide. C'est c'est choisir comment on veut suicider. Est-ce que c'est la corde ou exactement. Ce qu'ils font là est également suicidaire. Oui, c'est vrai. Non, quand Françoise parle de qui va voter François Xavier ? Franchement, pardon, Michael, de vous interrompre. Là, il y a des élections qui se profilent. Si ce sujet prend de l'importance dans les motivations du vote, qui va aller voter François-Xavier Bellamy ? Personne. Donc personne. Une espèce en voie de disparition. Juste un petit mot pour terminer. Ils ont pas de bonnes solutions. Et quand Françoise parlait de droite humaniste, etc., qui aux Républicains peut parler comme ça ? Très rapidement, pour terminer le dossier. Alors Michel Barnier, des gens comme Michel Barnier, par exemple. Pour terminer sur ce sujet, il y a quand même un grand absent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est en première ligne et qui est sous pression et qui est quand même visiblement totalement impuissant. À quoi joue le gouvernement sur ce dossier, puisque ça fait quand même plus d'1 an, et on en parle régulièrement sur ce plateau, ça fait plus d'1 an qu'on nous parle d'un projet de loi immigration qui ne cesse d'être repoussé, déplacé, saucissonné, réunifié, ressaucissonné. Françoise Degois, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe qu'il n'y a pas de majorité, bien sûr. Il se passe que ce projet est un démerdable, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il ne satisfera personne, que c'est la limite du en même temps, qu'il faut qu'Emmanuel Macron choisisse et qu'il ne peut pas choisir, et pour cause, parce qu'il a une opinion, parce qu'il y a des obstacles. Donc point de salut du côté du gouvernement sur l'immigration. Là où je trouve que Gérald Darmanin joue un jeu dangereux, c'est quand il déclare ce matin, bien sûr que ces images peuvent donner envie de voter Marine Le Pen. On ne fait pas ça en politique. C'est une faute de bleu. Et je comprends pas quelqu'un qui est quand même politiquement assez aiguisé commet ce genre de faute. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour la suite des opérations et la rentrée de la gauche façon puzzle. À tout de suite. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe au deuxième sujet de notre débat. Françoise Degois, Gilles Bernstein, Michael Bloch. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui vous est cher, Françoise, c'est la gauche. Vaste programme. La gauche qui s'était réunie dans la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, si je ne me trompe pas, après les élections législatives de juin 22, mais qui, en cette rentrée, semble se déchirer de toutes parts. Et comme toujours, c'est au tour de la figure du leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. Il en a fait des tonnes, c'était dimanche sur BFM TV.
Il y a un grand sujet à discuter. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas trop fort? Est-ce qu'il ne devrait pas changer de ton et devenir plus mielleux? Mais vous voyez que quand je mollis, on me le reproche aussi. Par conséquent, ce qui compte, en étant sérieux, c'est la direction dans laquelle on va. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas vos partenaires, non? Non. Ah bon? Je considère que la ligne politique qu'ils ont choisie, ils l'ont fait volontairement. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Donc le ça, socialisme, c'est pour les écologistes. oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, c'est pour Et le le PS. communisme qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. Mais ce n'est pas la raison. Si je suis insoumis, je sais pourquoi je suis insoumis. Sinon, je serais socialiste, je l'ai été. Ou bien vert, ou bien communiste. Je suis insoumis. Et on a fondé ce mouvement avec un programme. Pourquoi? Dans l'intérêt du peuple et pour vaincre sa misère et abattre les responsables de cette misère. Par conséquent, nous voulons la liste unique aux élections européennes, non pas parce qu'on s'aime, mais parce que c'est nécessaire. Et si on aime le peuple, si on se dévoue à lui, si on lui est voué, alors on fait l'union parce qu'on peut battre tous les autres. Et Monsieur Duhamel, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il vient ici, après les élections européennes, comme il y aura eu une liste unie et comme on aura battu tout le monde, vous vous direz, oulala, faisons attention, ce Mélenchon pourrait bien être président dans 4 ans. Qu'est-ce qui se passe, Françoise Degois, dans la tête de Jean-Luc Mélenchon? C'est très compliqué. D'abord, il n'aime plus ses alliés, ses partenaires. C'est jamais compliqué. D'abord, c'est pas un sentimental, Jean-Luc Mélenchon. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On signe pas d'accord comme on signe des contrats de mariage. C'est pas du tout. C'est pas le ketouba. Non, j'allais vous le dire. Non, mais j'allais pas le dire, mais c'est une très bonne analogie. Ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, là, je pense que il se trompe de stratégie, véritablement. Il se trompe. Il a un peu perdu sa boussole. Il est de toute façon la force principale de la gauche aujourd'hui. Et au fond, son travail serait plutôt d'arrêter de sortir la sulfateuse. Moi, j'ai toujours défendu Mélenchon, très souvent en tout cas, parce que je pense qu'il est démonisé bêtement. C'est quand même un type assez exceptionnel. Mais je trouve que sa rentrée est mauvaise. La rentrée est mauvaise sur Médine. La rentrée, et ça, elle est mauvaise sur les Verts aussi. Ça a choqué beaucoup de gens de gauche, contrairement à ce que on peut imaginer. Médine qui signe des tweets antisémites, ça n'est pas acceptable. On peut pas le recevoir. Sa rentrée est mauvaise. Sa sortie a été mauvaise sur les émeutes. Personne n'a vraiment compris son message. Et là, je pense que cette façon de sortir la sulfateuse sur tous les partenaires, parce qu'il est en furie, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? C'est une bonne question. C'est très simple. Les européennes ne sont jamais un scrutin qui lui est favorable. Jamais. Voilà. Et il a besoin... Pour les européennes, il avait besoin, Jean-Luc Mélenchon, d'une liste unique. Parce qu'il avait besoin de montrer, dans une espèce de grand tout, qu'il restait encore la force principale. Contrairement à la présidentielle, il ne fait pas le break avec les autres listes de gauche aux européennes. Il est même derrière. Ça ne lui réussit un scrutin qui ne lui réussit pas. À tort ou à raison, parce qu'on lui prête une philosophie européenne qui n'est pas la bonne. C'est pas le vote LFI, le vote européen. On va pas vers LFI. Si on proteste, on va vers le Rassemblement national. Et sinon, on a un vote de sécurité qui est les Verts. Le vote vert, il intervient toujours le raz-de-marée dans les 2 derniers jours. C'est le vote de sécurité ou la social-démocratie. Pourquoi il est en colère? Parce que ça marche pas. Parce il y a une autre explication, Françoise. Il n'a pas réussi à tordre le bras à l'ensemble de ses partenaires pour faire une liste de gauche et masquer sa défaillance européenne. Voilà. Michael Bloch. Moi, je crois pas qu'il se trompe de stratégie parce que, comme vous l'avez dit, en fait, sa seule chance d'arriver à un très bon score aux européennes, c'est d'avoir une liste unie. Donc il fait tout par une liste unie, il leur met la, c'est ce que je dis, mais ça n'arrivera pas. Il leur met la pression. Non, donc c'est la bonne stratégie. Non, là c'est une mauvaise stratégie l'insulte. Là, vous imaginez, 10 minutes d'insulte, 3 minutes d'insulte. Moi je suis Olivier Faure, franchement, je coupe, je dis bon allez va chez ta mère. C'est peut-être ce qu'il a fait d'ailleurs. Après, oui, voilà, les autres partis, ils ont tout à fait raison. Moi, si j'étais chez Europe Écologie Les Verts, j'ai toujours fait des bons scores aux européennes. En plus, je suis pas d'accord avec Mélenchon sur l'Europe. Qu'est-ce que je vais aller me faire dans une galère où je vais me mettre avec une liste unie? Autant partir tout seul. Michael, c'est bien ce que vous dites, mais il y a un bémol à ça. C'est l'électorat. Dans le dernier IFOP de notre ami Frédéric Dabi, c'est très intéressant qu'il a publié pour l'UMA. 56%. Entre 56 et 58% des gens de gauche veulent l'union. Donc ça va être très compliqué. Ils comprennent pas. Pourquoi? À un moment donné. Alors on a beau leur expliquer, si on va à des listes séparées, on a plus de députés. C'est vrai. Mais ça, c'est un peu un cache-misère. D'une certaine manière, il va falloir se confronter à l'électorat de gauche, et ça, Mélenchon continue à cartoucher parce qu'il se dit, au fond, les sondages ont... Il y a une autre explication. Il y a une explication stratégique qui est celle du besoin qu'a Jean-Luc Mélenchon d'une liste unie, mais il y a aussi
Je vais vous soumettre une hypothèse, Gilles Bornstein. Est-ce que Mélenchon n'a pas compris que beaucoup de ses partenaires, PS, ELV, PCF, mais aussi nombre d'insoumis, voulaient commencer à se débarrasser de lui faire la peau? On pense bien sûr à François Ruffin, évidemment, au premier chef, mais beaucoup d'autres. C'est exactement ce que je m'apprêtais à vous dire. Un jour, un très proche collaborateur de Jean-Luc Mélenchon m'a dit, le problème avec Mélenchon, c'est qu'il est bon en campagne, donc il est bon pendant 6 mois, et puis après la gestion entre 2 présidentielles, ça l'emmerde. Donc c'est quand même un souci, ça. C'est quand même un souci. Là, il est en campagne. Là, pourquoi il est bon? C'est vrai qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. L'intervention qu'on vient d'entendre sur BFM, d'un strict point de vue de forme, d'animal politique, il est excellent. Pourquoi? Parce qu'il est en campagne. Il n'est pas en campagne présidentielle, mais il est en campagne interne. Il sent que François Ruffin... Pour le leadership à gauche, tout simplement. Très simplement, pour être candidat à la prochaine présidentielle. Parce que c'est comme Marine Le Pen, ils avaient dit tous les deux que c'était leur dernière. Je vous fous mon pari que vous les aurez tous les deux. On va se les... Quel âge aura-t-il, Jean-Luc Mélenchon? 74. Voilà. Donc, il est en campagne interne. Ça le motive, ça l'excite, voilà. Donc, il se bat pour garder ce leadership à gauche, parce que vous avez raison. Il avait peur, il se disait bien que un concurrent d'un de ses partenaires de la gauche n'allait pas émerger. Fabien Roussel, on a vu ce qu'il vaut, les socialistes, ils sont à la rue, les Verts, ils n'ont pas de leaders nationaux, et l'émergence de François Ruffin, qui vient de son propre camp, et à qui les autres sont prêts à se vendre. On l'entend chez les Verts, finalement, si Ruffin a un discours de plus en plus modéré, social-démocrate, donc il doit absolument lutter contre ça, Jean-Luc Mélenchon, ce qui explique à la fois sa forme et ses excès actuels. Je vois François Devoix qui n'est pas d'accord. Un autre mot, vous avez dit que c'était le balagan, ce qui, pour les moins avertis de nos téléspectateurs, bordel, veut dire le bordel en hébreu. Je trouve que c'est pas tant le balagan que ça. Il y a ce... Quand même, attendez. Non. Roussel insulte Mélenchon, Mélenchon réplique, Rousseau, Sandrine insulte Roussel. Laissez-moi m'expliquer, il y a de la popole, il y a un problème de leadership. Après, il y a des différences de fond, et le gouvernement en a très bien joué dessus sur l'abaya. Sur le social, ils continuent à être d'accord. Là, sur la lutte contre l'inflation, ils disent la même chose, ils demandent du gouvernement des chiffres, ils demandent l'indexation du salaire sur les prix, tous, les socialistes y compris, les sociodémocrates proclamés y compris, ils veulent l'indexation des salaires sur les prix, ils veulent la taxation sur les hauts revenus. Finalement, sur les choses sur lesquelles... qui compte quand même pour l'électorat de gauche, il reste 1 an après la création de la NUP, unis. Il reste assez d'accord sur un certain nombre de choses, et les querelles de personnes nous font parfois oublier ça. Je voulais préciser, je suis d'accord que le travail parlementaire continue. Je pense aussi qu'il faudrait s'intéresser à l'euroscepticisme supposé des électeurs du LFI, qui n'est pas du tout majoritaire. Il y a une évolution aussi de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'Europe, d'ailleurs, tout comme Marine Le Pen. Je ne crois pas que François Ruffin représente quelque danger que ce soit. Pour Mélenchon. Ni pour Mélenchon, ni pour la gauche. J'entends bien quelques tentations. Vous savez, la gauche, elle est plutôt tentée par quelqu'un d'autre qui pourrait faire, comment dirais-je, la cohésion générale, mais qui lui se refuse pour le moment. C'est Laurent Berger. Le fantasme aujourd'hui de la gauche, ex-premier secrétaire de la gauche, et qui traverse d'ailleurs toutes les familles politiques, y compris des insoumis, c'est Laurent Berger. Et ça, Laurent Berger, c'est le grand muet du Sérat. Il est parti travailler dans le privé. Donc, François Ruffin, il peut rêver lui-même d'être un jour président de la République. Je pense qu'il n'y a pas de prise de mayonnaise. Je ne crois pas du tout que Mélenchon ait peur de Ruffin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, qu'il n'y a pas de prise de mayonnaise? Parce que dans les sondages, mais pas dans les intentions de vote, jamais. Si, dans la popularité, mais ça n'a rien à voir. Mais les intentions de vote... C'est pas facile de parler avec vous. Non, mais il n'y a pas encore de sondage d'intention de vote. Il y a des sondages de popularité, de notoriété. Qui verriez-vous pour incarner la gauche? À ma grande surprise, les deux qui étaient en tête étaient Mélenchon et Ruffin était 1 point derrière Mélenchon. Oui, mais... Donc je trouve que pour moi, à l'inverse de vous, je suis surpris d'à quel point ça prend. Je ne sais pas où ça ira. Je ne crois pas du tout. Enfin, je ne crois pas du tout que ça prend. On est à 4 ans de l'élection présidentielle, et vous êtes suffisamment expérimenté pour savoir que c'est très fragile. Après, là où je ne suis pas d'accord avec Gilles, c'est qu'il fiche son billet que Mélenchon sera candidat. Moi, absolument pas.
Alors là, contrairement à vous, moi je c'est pense possible. que Mélenchon ne sera pas candidat à la présidentielle. En tout cas, 2025. je vous Pas du trouve tout. tous deux très optimistes sur le Front commun, notamment à l'Assemblée nationale. Je vais citer pour preuve le président du groupe PS à l'Assemblée, qui s'appelle Boris Vallaud. Et lundi matin, lors du séminaire de rentrée de la NUPES, il disait, ouvrez les guillemets, « J'avais espéré que l'été soit profitable aux apaisements, ça n'a pas été le cas. » Ça va être compliqué cette rentrée parlementaire à gauche, non, Michael Bloch? Oui, moi je pense que ça va être compliqué. Alors peut-être qu'ils ont su s'entendre sur quelques initiatives parlementaires, mais sur des solutions a priori qui sont pas forcément crédibles. Et c'est comme, je reviens un peu sur les retraites. Mais sur les retraites, ils ont été d'accord pour être contre et se mobiliser à fond contre le gouvernement. Mais pour ce qui était d'avoir un projet commun, il n'y avait pas de projet commun. Le PS voulait 60 ans avec 43 ans de cotisation et Mélenchon voulait 60 ans avec 40 ans de cotisation. C'est pas du tout la même chose. Parce que le PS avait fait ça. Donc ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord sur beaucoup sur les questions sociales. Non, On l'a dit sur Médine, on l'a dit sur l'écologie. Ils sont pas d'accord sur le Mais on n'en est pas à faire un programme, Michael. Un programme, c'est quand même. Il faudrait quelques points d'accord. Mais il y a même des initiatives transpartisanes à l'Assemblée. Donc c'est possible. La plateforme, elle est intéressante. La plateforme de la gauche unie de la NUPES. Tous les députés vous expliquent qu'ils travaillent ensemble. Il y a une forme d'hégémonie, bien sûr, de LFI. Mais vous verrez que sur tous les textes importants, il n'y aura pas une feuille de papier à cigarette entre eux. C'est tellement évident. Pour s'opposer. Mais ils n'ont pas de programme commun. Mais c'est pas le sujet de s'opposer. Bien sûr qu'ils ont un programme commun. Mais Michael, lisez les textes. Mais excusez-moi, mais bien sûr que non. Mais Jospin, en 80, excuse-moi. Jospin, en européenne, Jospin pour les européennes, y gouverne, et l'ensemble des sensibilités de gauche font cavalier seul aux européennes. Qu'est-ce que vous me racontez? Et même à la présidentielle qui a suivi, c'était ça le problème. Mais les européennes, vous en faites un scrutin national, mais en réalité, ça ne change rien à la mayonnaise. Marine Le Pen, elle gagne en 2019 les européennes. Est-ce que ça lui fait gagner la présidentielle? Non. Moi, il y a les européennes. Non, mais vous savez très bien que c'est une progression, marche par marche, étape par étape. Je suis pas d'accord avec ça. Ça n'existe pas, les progressions, marche par marche. Est-ce que c'était une erreur de partir séparé aux européennes de juin? Françoise Devoix, est-ce que c'était une erreur de partir séparé pour la gauche aux européennes de juin ou non? C'est pas comme ça. Mais la question ne se pose pas comme ça. C'est pas la gauche. C'est pas une erreur, moi. C'est pas la gauche. Je pense qu'il faut partir séparé. Moi, je pense que c'est Mélenchon qui se trompe. Je pense qu'il faut partir séparé. Les socialistes, c'est le seul moyen qu'ils ont de résister et de montrer qu'ils sont moins dans l'hégémonie. Les Verts, Michael a raison. Pourquoi ils se gêneraient? C'est toujours les stars des scrutins européens. Pas là. Là, il risque la disparition. On verra. Bon, Roussel, on s'en Socialistes fiche. dans l'hégémonie. Mais non, mais les socialistes dans l'hégémonie. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, pardon. Non, David, j'ai dit les socialistes, c'est le seul moyen de sortir, justement, d'essayer de sortir de l'hégémonie mélenchonienne, pardon. Donc. Vous faites semblant d'être naïf. Vous disiez, est-ce que c'était la bonne idée? C'est pas la gauche. Il y a des différents partenaires de gauche et chacun a son agenda. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc oui, pour Jean-Luc Mélenchon, il aurait mieux valu partir uni. Pas tellement, parce que moi, là où je suis d'accord avec... je pense que son leadership, moi, je pense que Ruffin, ça peut prendre. Mais aujourd'hui, s'il y avait des élections présidentielles, le candidat naturel du camp de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc son leadership, il a fait 22% lors des dernières élections. Il existe. Il ne veut pas d'élections qui le remettent à la hauteur des autres. S'il y a des européennes, voilà. C'est son problème. Les autres pourront dire, vous voyez, pourquoi ça serait lui le leader puisqu'on a fait autant. Ce qui est arrivé en 2019. Exactement. Toi, il avait fait. Françoise Devoix, vous êtes proche de Ségolène Royal qui s'était proposée pour conduire la gauche unie aux européennes. C'était une erreur de pas la mettre en tête de liste, justement, d'une gauche rassemblée. Je pense que le PS a eu chaud aux fesses que ça marche pas. Non, mais je veux dire par là que moi j'ai été très étonné de cette initiative de Ségolène. Je savais qu'elle allait en prendre une, mais je pensais pas à cela. Et j'ai surtout été étonné de la réponse immédiate de Jean-Luc Mélenchon en disant c'est une bonne proposition parce que ça ne ressemble pas à Mélenchon. Comment Mélenchon pourrait accepter si Ségolène mène une liste? Évidemment que ça fait du succès. Au-delà. Comment vous expliquez alors un coup de billard à 3 bandes de Mélenchon? Oui, parce qu'il a envoyé les jeunes la flinguer après. Oui. C'est-à-dire que je pouvais pas imaginer que Jean-Luc Mélenchon, faisant de la politique, et là je rejoins ce que dit Gilles, on fait attention à pas faire dépasser des têtes. Je ne sais pas s'il est capable de résister à un truc dont il se dit ça va foutre le balagan. Oui, au PS. je suis d'accord, mais je pense que la réaction de Jean-Luc Mélenchon me paraissait trop
trop bonne pour être honnête, parce que vous pouvez pas laisser rentrer Ségolène et Mélenchon dans la même quadrature. Imaginez que Ségolène... Comme le dit le proverbe africain, il n'y a pas de place pour deux crocodiles Imaginez dans le que même Ségolène marigot. fasse 10% avec la LFI, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, c'est la personnalité de gauche qui émerge au soir des européennes. Ça, c'est pas possible. Il y avait un risque. Pour se faire plaisir, on va finir sur un petit tour de table, finir en beauté. J'ai l'impression que tout ça, c'est quand même pas c'est fini déjà? Non, cette deuxième partie. Il en reste une troisième, vous inquiétez pas. Bon, mais moi, je parle moins parce que j'arrête pas de bouffer la parole à tout le monde. Arrêtez de m'interroger. J'ai pas l'impression que cette situation qu'on vient de décrire, ce soit la perspective de lendemain qui chante pour la gauche. Est-ce que c'est pas le début de la fin pour la NUPES, Michael Bloch? Le début de la fin, non. Michael Bloch. Le début de la fin, je pense pas, David. Effectivement, ils arrivent à s'entendre sur les textes parlementaires. Après, voilà, je pense que ça dépendra aussi beaucoup s'il y a une motion de censure, s'il faut repartir aux législatives, etc. Mais au bout d'un moment, il faudra s'entendre sur un programme commun comme ils l'ont fait au législatif 2022, crédible. Et au PS qui soit crédible chez les Verts aussi, parce que pour l'instant en 2022 ils sont allés sur le programme de Mélenchon et il y a des choses, on sait quand il faudra gouverner, il faudra se confronter au réel. Jospin, la gauche plurielle. Oui, mais Jospin c'est pas Mélenchon, hein. Alors début de la fin pour la NUPES, Françoise? Pas du tout. Moi je pense que la NUPES continue son chemin. Moi je suis une adepte absolue de l'union, comme Jean Jaurès. L'union est en combat, donc c'est un combat permanent. Par ailleurs, la seule question qui va se poser, et je pense que Gilles sera d'accord, c'est candidature unique ou pas à la présidentielle. On a déjà entendu Glucksmann se prononcer pour. On sent que les Verts, on voit bien que Olivier Faure l'avait évoqué. Et Olivier Faure, officiellement, évidemment. tout le monde est pour, là. Non, pas Roussel. Non, il a déjà quasiment fait acte de candidature. Il fera encore 2%. Voilà. Ça sent la primaire à gauche en 2026, tout ça. Je sais pas, mais en tout cas, je sens quand même que c'est une idée qui fait son chemin. Donc pas du tout la. D'accord, Gilles Bornstein? Sûr. Début de la fin ou pas pour la NUPES? Non, je pense que Françoise a dit tout à l'heure qu'il y a une chose qui compte, c'est l'opinion publique de gauche. Aujourd'hui, les électeurs de gauche veulent massivement l'union et ça oblige les responsables. Par exemple, Olivier Faure dit « Je ne peux pas être celui qui rompt parce que le premier qui rompt se verra sanctionné par ses électeurs. » Donc tactiquement... Celui qui torpille l'union se le verra reprocher. Donc y compris pour leur propre chapelle, ils sont obligés de montrer aux électeurs de gauche qu'ils sont pour l'union. Après, je ne vous dis pas que ça durera éternellement. Après, il faudra faire un programme. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis, il y a cette question de la candidature unique. Comme on le règle, Mélenchon a dit hier ou avant-hier, jamais je n'irai dans des primaires. Est-ce que c'est acceptable? Donc ça veut dire c'est moi et on n'en discute même pas. Est-ce que les autres accepteront ça? Je ne sais pas. Mais je pense que dans les mois et peut-être les années qui viennent, la NUP a encore peut-être un avenir. Eh bien, le débat sur l'avenir de la NUPES et de la gauche unie n'est pas terminé. Merci pour ces infos, explications. On y voit un petit peu plus clair. C'est jamais terminé avec la gauche. On y voit un petit peu plus clair dans le grand bazar de la gauche. La gauche ne meurt jamais. On se retrouve très vite pour un sujet beaucoup plus diplomatique, l'avenue du roi d'Angleterre et puis surtout celle du pape qui fait polémique puisque Emmanuel Macron a annoncé sa présence à sa messe samedi au Vélodrome. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Diogie, ça reste entre nous, Françoise Degois, Gilles Bornstein, Michael Bloch. Alors cette semaine, la France a sorti le grand jeu pour accueillir deux personnalités et non des moindres. Aujourd'hui, c'était le roi Charles et après-demain, ce sera le pape François à Marseille. Alors d'abord, on va parler du roi d'Angleterre. On le rappelle, le souverain britannique devait venir en France pour sa première visite d'État, mais cette visite en grande pompe avait été annulée pour cause de manifestations et de violences contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3. Ça avait d'ailleurs fait un petit peu mauvais genre sur la scène internationale. Donc là, il y a un véritable enjeu d'image. Il faut absolument que cette visite se déroule sans accroc. Le programme de la visite initiale a été reproduit presque à l'identique. C'est quoi l'objectif, Michael Bloch? C'est gommer cette première visite annulée qui faisait quand même extrêmement désordre, et c'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. C'est sûr que les tabloïds britanniques se sont donnés à cœur joie au printemps quand la visite de Charles a été annulée à cause des manifestations sur les retraites. Maintenant, Charles, c'est un personnage intéressant. Il est écolo. Il a des choses à dire là-dessus, même si on sait que en Angleterre le roi règne mais ne gouverne pas. Et c'est vrai que la monarchie britannique, ça a toujours un peu fasciné les Français. Enfin, sur les 60 dernières années, les visites d'Elisabeth II se sont toujours très bien passées. Il y avait du monde dans les rues, etc. C'est aussi ça ce qu'on voudra voir. Et c'est intéressant aussi parce que Macron, c'est la figure du roi, c'est quelque chose dont il a parlé avant la présidentielle de 2017. C'était dans le 1. Dans le 1, ouais, tout à fait. Les deux corps du roi. Ouais, les deux corps du roi. Et où aussi il expliquait, c'est quelque chose on a l'impression qu'il le fascine, où il expliquait que les Français
ressentait ce manque du roi. Et c'est pour ça qu'on avait regretté la décapitation du roi. C'est pour ça qu'il a essayé de prendre la place. Non mais vraiment, le présidentialisme, etc. On a vu, voilà, avec le bonapartisme, etc. Mais juste un point pour finir. Peut-être aussi que dans cet attrait, parfois, un peu pour les ors républicains, mais aussi, voilà, quand la monarchie britannique est à Paris, ça vient aussi peut-être un peu de ce 18e siècle où on a décapité le roi. Alors justement, beaucoup de critiques sur le fait qu'il reçoive, il a reçu Poutine sous les ors de Versailles, il a fait son sommet pour l'attractivité économique de Choose France. Aujourd'hui, il reçoit pour un dîner d'État le roi Charles. Il se prend pour le roi. Écoutez, il y a un dessin dans le CAC que j'adore, de CAC ce matin à la une de l'Opinion, qui est formidable. Vous avez Charles III qui regarde Emmanuel Macron, qui lui dit, vous savez, j'ai le titre de roi, mais je n'ai aucun pouvoir. Et Macron lui répond, je le sais très bien, moi c'est l'inverse. Donc, je trouve que CAC croque parfaitement bien. Emmanuel Macron, il y a ce côté complètement adolescent, un peu infantile, tout ce qui brille. D'ailleurs, la messe du pape, je pense que d'abord, on va en parler tout à l'heure. Il se passe quelque chose, il faut que j'y sois. Après, Versailles, ça comble bien sûr le narcissisme, pas simplement d'Emmanuel Macron, le narcissisme de Mitterrand, qui avait fait un G7 à l'époque. Là, ce qui me gêne, nous avons Versailles, c'est un outil diplomatique. Depuis 1855, ça se passe comme ça entre la France. Il y a choquant d'inviter un président ou un souverain étranger pour une visite d'État. Choquant. Ce qui est choquant, c'est le moment. Je pense que c'est un problème de timing. Je ne suis pas en train de vous faire de la démagogie en vous expliquant que quand on va voir la poularde de Brest, la poularde de Brest, marinée au champagne avec le gratin. Yannick Aleno, grand chef étoilé au Comores. Magnifique. Moi, je suis ravi Anne-Sophie Pic. Les deux. Et le dessert, c'est Pierre Hermé. Voilà. Donc, pour vous dire quand même qu'on est dans un moment compliqué en France. On est dans un moment d'inflation, de pouvoir d'achat. Vous ne pourrez pas empêcher, mais je sais bien qu'on ne reçoit pas un souverain avec des assiettes en carton et des gobelets en plastique. Non, mais c'est pas là-dessus. Non, mais Gilles, je m'en fous. Je termine. Je vois bien comment, dans l'entre-soi, on est en train d'expliquer que ça, c'est de la démagogie. Vous êtes un étudiant qui crève la dalle, ok? Vous êtes un chômeur qui remplit pas son frigo, ok? Vous êtes même un cadre moyen qui rame pour aller faire ses courses. Est-ce que vous avez envie de voir Macron attablé à Versailles avec de la poularde marinée? Mais c'est une question. Mais c'est un vrai sujet. Bon sang de bois. Ça ne nous intéresse pas. On dit oulala, c'est sale, c'est de la démagogie. Mais c'est un vrai sujet. C'est de la démagogie, ce que fait Françoise? Non, c'est une question que je pose. C'est du populisme. Du populisme. Évidemment. Mais pourquoi? Alors voilà, on rentre dans le cercle d'arrêt. Laissez Gilles s'expliquer. Pourquoi du populisme, Gilles? Moi, je comprends très bien quand elle dit, est-ce que quand on est un étudiant qui n'a pas les moyens de prendre tous ses repas, est-ce que quand on est un ouvrier, on n'est pas content? On n'est pas content. Mais le rôle d'un gouvernant n'est pas d'endosser forcément ce que pense son peuple. Ça, c'est la définition du populisme. Donc, je suis d'accord avec le constat. Un président de la République doit aller au-delà que de prendre pour lui les sentiments justifiés. Je pense que c'est une faute. Je voudrais bien terminer. C'est une faute de justifier au premier degré de son peuple. Premier point. Deuxième point, quand tu dis ça me choque pas, mais c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. La première, hélas, là où tu as raison, c'est que la France va mal. La France allait mal il y a un an. La France va mal aujourd'hui. Elle ira mal dans 6 mois. Elle ira mal dans 1 an. Et elle ira mal dans 10 ans. Donc, votez Bronstein. La précédente. Des lendemains qui chantent. La précédente visite a été annulée à cause des retraites. C'était pas le moment. Là, il y a de l'inflation, c'est pas le moment. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on va vers l'avenir radieux et que la situation économique va être si florissante qu'un jour, ça sera le moment? Donc, soit on estime que ce genre de visite, c'est important ou pas pour le prestige d'un pays. On peut très bien penser que non. Mais dire, c'est pas le moment. Voilà, alors, je pense qu'il aurait pu dîner. Moi, je pense qu'il aurait pu dîner à l'Élysée. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est ça dont je Non, c'est pas ce que t'as dit. Tu es bien sûr que si. On va pas inviter le roi Charles au McDo, quand même. Mais c'est exactement le moment. Ce n'est pas le moment de Versailles. Non, on parle de Versailles. Ça ne sera jamais le moment. C'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas le moment de Versailles. C'est pas le moment de la galerie des glaces. Ça sera quand le moment? Mais tu peux l'inviter, Charles. Tu pouvais très bien faire un dîner d'État à l'Élysée. Oui, d'accord. Tu connais l'Élysée. C'est quand même assez chic. C'est pas la pizza Pino du coin. Mais sans blaguer. C'est grave. C'est une question d'endroit et pas de moment. Oui, je pense que c'est une question d'endroit, de moment et d'endroit. Je pense que Versailles, ça renvoie quelque chose. C'est une faute. Ça renvoie quelque chose de ce que les gens reprochent. Ça sera la même chose l'année prochaine. Mais non, de ce que les gens reprochent à Emmanuel Macron, largué, coupé de son pays. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est une faute politique
pour lui. Alors les amis, il fait ce qu'il veut. Les amis, il y a le roi Charles, c'est sûr, mais il y a aussi le pape François qui sera vendredi à Marseille pour une messe au Vélodrome, c'est d'ailleurs samedi plutôt. Le président Macron, encore lui, a créé une véritable polémique, pour ne pas dire un scandale, en annonçant qu'il y assisterait avec son épouse. Plusieurs personnalités, surtout à gauche, ont dénoncé une atteinte à la laïcité et à la loi de séparation de l'État de 1905. Bah, en tout cas, il y a une petite polémique. Alors, petite Personne n'a polémique. parlé de scandale. C'est une atteinte à la République laïque, Alors, cette présence du président. Rien dans la loi de 1905 n'interdit à un président de la République, à quiconque, même pas le président de la République, de se rendre à un office religieux. De se rendre à un office religieux. Il y a l'esprit, il y a la règle et l'esprit de la loi. Dans la règle de la loi, rien ne lui interdit. Dans l'esprit, moi, je trouvais pas ça indispensable. Tu me demandes mon avis. Oui. Moi, je trouve ça pas très grave qu'il y aille. J'aurais trouvé ça encore moins grave qu'il n'y aille pas. Mais à part quelques députés insoumis qui ont protesté, il y a eu une polémique. Mais franchement, c'est là pour le coup, c'est exagérer et faire du sensationnalisme que dire c'était un scandale. Personne n'a parlé de ça. Je vais citer Jean-Luc Mélenchon, ouvrez les guillemets. Macron c'est pas plein cru, sans respect pour sa propre fonction, il a même traité de tartuffe. Mais c'est pas parce que Jean-Luc dit, c'est pas parce que Mélenchon dit quelque chose qu'il y a un scandale dans la société française. Je pense que Emmanuel Macron, il a une maladie infantile. Il faut qu'il soit là où ça brille. Il faut qu'il soit là où ça se passe. Il faut que j'y sois. Il pouvait très bien rencontrer le pape François, qui d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec un désamour quelconque avec la France. Le pape François, il a décidé, il y a des années, en 2013, début de son pontificat, je vais essentiellement dans les petits pays. Donc ça, c'est quand même, voilà, il vient pas en visite officielle en France. C'est pas une visite d'État, absolument. C'est pas parce qu'il aime pas Emmanuel Macron, c'est que c'est sa stratégie à lui. Ok, c'est pour ça qu'il va en Mongolie, etc. C'est pour ça qu'il va à Marseille et pas à Paris. Voilà, conférence des évêques. Invité par l'archevêque de Marseille. Honnêtement, sérieusement, est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Je suis comme Gilles, moi je monte pas au rideau. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer ce genre de signe entre Emmanuel Macron? Alors on nous dit oui, mais il va pas communier. Bah encore heureux qui communie pas. Écoutez, même cette idée de nous sommes chanoines de l'abbaye de Latran, Saint-Jean de Latran. Il y a quelque chose qui est pas normal. Nous sommes une république laïque. Pourquoi il va là-bas? Qu'est-ce qu'il envoie comme signe? Il envoie un signe à la droite, on a bien compris. Il ne dit pas non, même si ça sera pas voté, l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution française. On n'en peut plus. Moi, je dis ça vraiment, c'est insupportable. Pourtant, je suis chrétienne, officiellement de confession catholique. Comment dirais-je? Ça m'est insupportable. Alors justement, je n'ai pas envie d'avoir un président comme ça. Et surtout un président avec des arrière-pensées. Pourquoi il va à Marseille? Il va à Marseille parce qu'il y a... il va à Marseille, d'après vous? Mais il va à Marseille, il va voir le pape, il envoie un signal à la droite, il cajole cet électorat qu'il croit. Il croit vraiment que les cathos sont des débiles et qu'ils n'ont pas vu le manège en plus. Alors pour sa défense, le président Macron, il assure lui qu'il y assistera en tant que chef de l'État, n'y participera pas, je vais y arriver activement, vous avez dit pas de génuflexion, pas de, il manquerait plus que pas ça. de communion. Vous avez envie de voir communier, mais n'importe quoi. Et il se défend, le président Macron, on l'écoute tout de suite. Chacun peut croire ou ne pas croire dans une religion, une philosophie, c'est ça la laïcité. Et en l'espèce, quand nous recevons en France un chef d'État, qui est le pape, qui vient en effet donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et j'y aurai ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux. Pas de pratique religieuse, nous dit le président. C'est recevable comme argument, Michael Bloch? Oui, moi je pense que c'est recevable. Déjà parce qu'il y a un précédent. Donc Giscard d'Estaing avait fait une messe à Notre-Dame en 1980 pour accueillir Jean-Paul II. Et ensuite, il faut se rappeler, le pape, il vient très rarement en France. Donc c'est vrai. Donc c'est une marque de respect pour lui. Et aussi, effectivement, pour les catholiques, c'est peut-être effectivement un signal, un geste envers les catholiques ou la droite catholique. Mais je veux dire, c'est ça me parle pas ailleurs qu'au stade Vélodrome. Non mais sérieusement, mais vous êtes les perdants de l'année. Mais on n'est pas les perdants de l'année. Mais ça, c'est tout à fait. Il a le droit de montrer du respect pour les catholiques. Il a le droit de se. Il voit le pape tous les ans. Il était au Vatican. Le pape vient très rarement en France. Le pape et de recevoir l'esprit
président de la République vous qui a le foutez de record. Il est le président de la République qui détient le record de rencontres avec le pape. Et le record de visite à Marseille. Et le également, record de puisqu'il ça, c'est autre chose. Quand même... Bah oui, pardon, si tu veux qu'on parle de foot, il y a rien contre ça. C'est absolument pas contraire. Et Gilles l'a rappelé à la lettre de la loi de 1905. Mais à l'esprit peut-être. À l'esprit peut-être, je l'entends. Okay. Donc je ne vois pas pour quelle raison il n'aurait pas le droit d'aller à la messe au stade Vélodrome. On parle de droit. C'était inutile. Je parle de politique. Est-ce qu'on a envie d'avoir un président de la République? Il pouvait très bien rencontrer le pape. Il y était en octobre. D'ailleurs, il le voit en tête à tête. Au Vatican, il le voit en permanence. C'est presque, ils doivent s'envoyer des SMS, tu vois. Ça ne défend pas la différence entre simple présence et participation active à la messe. Son argument, ça se défend pas. Mais si, ça se défend. Ça se défend. Évidemment, évidemment. Tout et le reste et le contraire. Évidemment, ça se défend. De toute façon, de quoi on parle? Il n'était pas question qu'il communie. Pour le coup, il aurait communié, ça aurait été une grave entorse à la laïcité. Encore une fois, je ne trouve pas ça très grave. J'aurais pas trouvé très grave qu'il n'y... Enfin, j'aurais préféré qu'il n'y aille pas, parce que je suis certain, évidemment, qu'il y a des résonances électorales dans cette décision. L'électorat catholique modéré, c'est son cœur de métier. C'est son cœur de cible. C'est ça qui ne va pas. Après, attends, je voudrais dire un dernier mot. Il a un rapport particulier à la religion, c'est sûr. Pour les autres, c'était évident. Giscard était catho, Chirac était catho, Sarkozy était catho, Mitterrand, Hollande. Avait quand même un rapport particulier qui le rapproche de Macron. Hollande était complètement athée. Lui, c'est compliqué. Il a été baptisé. C'est que du vent, complètement l'histoire de Macron, la spiritualité, c'est vraiment ça. Mais vous connaissez Macron, président, on connaît Macron avant. Écoutez, on peut faire de la construction de communication et de la construction d'image. Je crois que c'est pipeau, toto, lolo. C'est pas ça le sujet. Le sujet, honnêtement, ça me heurte profondément, c'est les choses qui sont mises bout à bout. Et Gilles et Michael, quand même, je sais pas, mis bout à bout. Vous avez Macron à la messe. Moi, j'aurais préféré qu'il y aille pas. Vous avez, dans le même temps, les LR qui lancent l'offensive sur les racines chrétiennes, lancée par la sénatrice de Marseille, Valérie Boyer, qui, comme par hasard, sera à la messe avec Macron. Franchement. Non, mais on a vu la stratégie. Hein. Mais non, mais vous l'avez vu, et donc vous l'acceptez? Oui. Et ben, moi, je l'accepte pas. Non, mais je pense que voilà, il sera mieux accueilli au Vélodrome qu'il a été accueilli au Stade de France. Et ça, vous n'en savez rien. J'espère pour lui qu'il sera pas sifflé, parce que François est un type exceptionnel. Et mieux accueilli que Marcelinho, en tout cas. Marcelinho qui, lui, risque de partir, ce qui n'est pas le cas. Et est-ce qu'il y aura Longoria? C'est une vraie question. Est-ce qu'il est en retrait des fonctions? Voilà les vrais sujets. Voilà, allez, parlons un peu du 15 de France. Paris est magique. Ici, c'est Paris. Ici, l'OM, jamais les premiers. Les Parisiens. J'adore complètement. Je vais donner le coup de sifflet final. Je vous remercie à tous pour vos infos, vos explications. C'est là que l'émission devient intéressante. Absolument, mais c'est là qu'elle s'arrête. Ça fera l'objet d'une prochaine émission. Grâce à vous, on sait tout du sujet de l'immigration, du balagan à gauche et de la visite du roi Charles et du pape. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on est plutôt PSG en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes à tous, Raksaméar. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. On est tous hyper discrets. Reste entre nous. Surtout Françoise. Alors, excellente soirée les amis. Salut, et à bientôt. Au revoir à tous.